à travailler. Oui. Alors, un peu quand même. On ne la présente plus, mais je vais quand même vous la présenter. Elle va nous parler du rôle du DRH dans le COMEX, quelle est la perception. On en a parlé avec Jean-Claude Legrand, hier matin, on en a parlé avec Majda aussi. On n'est pas là pour accompagner, pour faire du service après-vente, et on est là dans la stratégie, dans le business. Voilà, donc on va en parler avec Catherine. Catherine, elle a créé Envie en 2022. Qui est une école de vente et un accélérateur d'entrepreneurs. Elle a toujours aimé entreprendre, c'est comme ça qu'on s'est connus. Administratrice de grands groupes comme Renault. Elle connaît particulièrement l'international, en particulier les États-Unis et l'Amérique, où elle a passé plusieurs années, à New York en particulier. Et c'est toujours un plaisir, vous allez voir, elle est en proximité, elle est en partage, en échange. Donc je compte sur vous pour être en réaction. De toute façon, elle va vous titiller. Merci d'accueillir Catherine Barba, s'il vous plaît. Merci Catherine. Frédéric. Bon, c'est chouette. Vous allez bien? C'était intense cette journée, non? Quand je vois le monde qu'il y a, je me dis, dis donc, vous avez dû drôlement rencontrer, bosser, prendre des notes. C'est bien ça. Bon, moi, j'ai pris des notes aussi parce que j'ai des choses très importantes à vous dire. Sur ce sujet, quand même, qui n'est pas rien, qu'est-ce qu'un COMEX attend d'un DRH? Vous avez 2 heures. Non, mais en fait, je me dis, mais quelle audace de vous parler de ça, comme ça, de pérorer, alors que très probablement, vous y êtes, donc vous le savez bien mieux que moi. Et donc, comme je vous l'ai promis, ou menacé, avant qu'on commence, j'aimerais bien qu'on fasse circuler un micro et que, de façon comme ça, spontanée, évidemment pas exhaustive, mais une chose, je vais les noter, une chose que vous considérez comme, voilà, qu'est-ce qu'un COMEX attend d'un DRH? On peut en noter peut-être une petite dizaine pour voir. Ça vous va? Allez, je note. De la coopération entre tous les membres du COMEX. D'accord. D'accord, bravo. Coopération. Stratégie de développement. Stratégie de développement. J'aime bien ça aussi. Merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des chiffres sur l'absentéisme, ETF. Ouais. Des chiffres sur Absentéisme. Sur l'absentéisme. Ah, c'est précis. Après, merci. Selon moi, c'est un chef d'orchestre. Attends, d'où vient la voix? Chef d'orchestre, je dirais. Chef d'orchestre. Le COMEX attend que vous soyez, si vous êtes DRH, chef d'orchestre. J'aime bien ça aussi. Merci. Une compréhension du business. Compréhension du business. D'où vient cette voix de sagesse? Bravo. Ouais, parfait. De pouvoir être le fou du roi. C'est-à-dire? De dire que le roi est nu, par exemple. Oh, ça c'est courageux. Qui dit ça dans les entreprises? C'est important d'avoir autour de soi, quand on dirige, des gens qui parlent vrai, pour pas être hors sol. Donc peut-être le DRH. Très bien. Allez, encore un ou deux pour voir. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je voudrais juste ajouter à quelque chose qui a été dit juste avant. En 2026, je pense qu'on attend de nous qu'on soit les orchestres de la transition de l'entreprise digitale à l'entreprise augmentée par l'intelligence artificielle. Waouh! Je le note. Donc c'est chef d'orchestre, voilà, d'une entreprise augmentée par l'IA. Alors, qui porte la croissance profitable? D'accord. J'aime bien, moi, quand on se met à parler business tout d'un coup, là. Ça vous ressemble en plus. De croissance, de profit, de rentabilité, de CAPEX, cash flow, ça vous parle, ça? Ça va être encore plus le cas, je pense, demain. Bon, à moins que vous ayez encore un ou deux chiffres. Quelqu'un m'avait dit data tout à l'heure. Je trouvais ça bien. Et attends, c'est un pourvoyeur de data. Des données parlantes et actionnables. Redis. Données parlantes et actionnables. Des données parlantes et actionnables. Oh, cette espèce de rêve qui est le nôtre, à tous. Bon, super.
Du coup, moi, j'ai envie de vous parler de ce sujet à travers le prisme qui est le mien. D'abord, merci. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que c'est chouette de contribuer. Moi, je vous applaudis aussi. Bravo. Moi, je vais vous partager ma vision du sujet qui est un peu particulière. Je crois que j'ai un prisme un peu d'ovni parce que j'ai un pied dans les deux mondes. Hein, Frédéric, comme tu disais, moi, j'ai un pied dans les startups puisque je suis entrepreneur. Hein, j'ai créé 4 boîtes. J'en ai revendu 2, c'est bien, j'ai investi, pas toujours avec bonheur, mais dans plus de 20 startups innovantes. Donc cet univers-là, je le connais bien. Hein, c'est que dans les petites boîtes comme ça en croissance, on pilote au trimestre. C'est le cash qui dicte la stratégie. Et ce qui fait la différence, c'est la rapidité d'exécution. Il n'y a pas photo. Mais je connais aussi les grands groupes, comme tu disais, parce que j'ai effectivement eu 2 mandats de 4 ans chez Renault. Il y a des gens de Renault dans la salle ? Levez la main, mes amis, hein, je ne vais pas dire de méchanceté, évidemment. J'ai adoré ce mandat. Et là, je ne vous fais pas l'affront, si vous êtes dans des grandes boîtes, de vous dire comment ça se passe. Mais enfin, là, les enjeux sont massifs. Hein. Ils sont mondiaux, ils sont industriels, ils sont sociaux. C'est compliqué. Et puis surtout, une décision, ça impacte tout de suite 100 000 personnes ou plus, quand c'est une grosse boîte. Et ça implique jusqu'à des milliards d'euros. Donc, c'est un peu compliqué. Mais qu'on soit dans un ou l'autre de ce monde, je ne sais pas quelle est votre configuration à vous aujourd'hui, on est tous confrontés à la même chose. C'est les marchés incertains, l'accélération des cycles d'innovation, on en parlait, de l'IA, et puis des clients dans tout ça qui deviennent toujours plus exigeants, hyper informés, et puis qui sont contraints financièrement, quoi. Donc ça change beaucoup, c'est fou. Et moi, il y a une question quand même qui me taraude. Pardon pour cette petite digression d'introduction, mais je ne sais pas comment vous faites pour prendre la mesure des changements à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. Parce que moi, j'ai une conviction, c'est que les contemporains d'un événement ne peuvent pas vraiment en comprendre le sens. C'est difficile, quand on est contemporain d'un événement, d'en voir la direction et la signification. Et par exemple, tu parlais d'Amérique. J'ai effectivement vécu 5 ans aux États-Unis. Il y en a qui ont vécu aux États-Unis parmi vous ? Levez la main. Bon, peut-être que vous partagez ma difficulté. J'ai beaucoup de mal à me dire qu'aujourd'hui, l'Amérique n'est plus notre allié. L'Amérique n'est plus l'allié de l'Europe, que l'Amérique n'est plus le nec plus ultra de l'innovation ou de la modernité, et que l'Amérique n'est peut-être plus une démocratie, quoi. J'ai du mal à me le dire. Et pourtant, je lis la presse comme vous. Et je ne sais pas si vous lisez Le Grand Continent. Le Grand Continent, une presse quotidienne très intelligente que je vous recommande. En tout cas, moi, c'est ça qui m'aide à en prendre la mesure. On a du mal à prendre la mesure des changements, et pourtant, on est en plein dedans, et on est censé être des acteurs de cette transformation. Et moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que, qu'on soit dans une petite boîte ou une grande, je ne sais pas comment vous êtes, une organisation, elle tend à être plus vite obsolète, à devenir plus vite obsolète qu'elle a la capacité à se transformer. En fait, elle va moins vite que son environnement, quoi. C'est un fait. Et du coup, je me dis, le COMEX, et si je vous regarde et je me dis, tiens, j'imagine plein de DRH talentueux, ambitieux d'aujourd'hui ou de demain, et je me dis, si moi, je suis votre CEO ou je suis au COMEX, j'ai envie de vous dire, je lève tout de suite le voile sur la réponse, hein, c'est j'attends de vous que vous soyez les garants de la capacité d'adaptation et d'anticipation de ma boîte plus vite que l'environnement, plus vite que les concurrents. J'attends que vous soyez les garants de ça. C'est énorme. C'est tout de suite un costume bien plus grand que l'image que moi je me fais en tout cas aujourd'hui des DRH. On va vraiment sur le terrain d'une direction générale en fait. Et donc ce que je me dis c'est, si vous êtes moi, si je suis au COMEX et que vous êtes mon DRH, je vous dirais, comment je mets notre organisation en mouvement, comment je suis sûre qu'on va dans la bonne direction, et c'est quoi cette puissance avec de l'IA, à base d'IA, comment est-ce que je l'utilise pour aller encore plus vite, quoi. J'ai mal à la question hyper compliquée. C'est plus difficile que jamais, hein, je pense, que de travailler au RH. Et je me dis, moi, alors avec mon œil d'entrepreneur, et puis de connaissance des grands groupes, il y a 3 choses, moi, je me dis qu'il faut absolument développer, et je l'ai vu, parce que ça marche mieux. Et je vous parlerai de Renault aussi. Il y a 3 cultures, parce que RH pour moi égale culture, à développer absolument, et je vais revenir là-dessus avec vous, c'est la culture entrepreneuriale, la culture client et la culture de l'IA.
Et je voudrais vous parler de ces 3 points de façon peut-être un peu différente, quoi. La culture entrepreneuriale, bon, moi je la connais bien. Il y a des entrepreneurs dans la salle? Oui. Bah, vous la connaissez bien aussi, cette culture, hein. C'est le business agile et innovant. C'est le meilleur remède contre l'inertie. Si aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que vous êtes capable de dire dans l'entreprise qui est la vôtre aujourd'hui, je ne sais pas si on pourra faire passer les micros, mais c'est peut-être plus intime, sur une échelle de 1 à 10, vous mettriez la culture entrepreneuriale de votre boîte à quel niveau? Et on va la définir ensemble. Voilà. Est-ce qu'on est dans cette culture, en gros, où les personnes de l'entreprise, elles voient les problèmes, elles voient les opportunités parce qu'on les a encouragées et elles se sentent responsables de les résoudre ou de remonter ou de suggérer parce qu'elles sont dans une posture de décider et d'agir. Et elles pensent, les collaborateurs dans une boîte où il y a de la culture entrepreneuriale, j'ai l'impression que les collaborateurs, ils pensent pas forcément périmètre de poste, mais ils pensent impact business dans le respect des valeurs de ma boîte et pour mes clients. Et ça, je trouve que c'est naturel dans une start-up. Forcément, on fait un peu tout, mais c'est culturel dans une grande boîte. Et donc, c'est les RH qui en sont les garants. Et parce que si on n'est pas dans cette vitesse, pour moi, la culture entrepreneuriale, c'est comment on va faire pour que le maximum de personnes de l'entreprise, du sol au plafond, soient dans cette capacité d'élargir leur capacité d'action, leur couloir de nage. Je fais une allusion à la natation, alors qu'il y a Yannick Noah qui va venir après, c'est raté. Et donc, moi, je me dis, comment vous faites, vous? En fait, c'est lié à la culture business, vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on attend d'un DRH? C'est vraiment avoir cette connaissance de la réalité du business, de la réalité des chiffres, pour savoir où est-ce que la valeur se crée aujourd'hui, où est-ce que l'IA va détruire de la valeur, et donc réallouer aussi les compétences, les forces autour de ça. Je me demande qui, parmi les brillants DRH qu'il y a dans cette salle ou des leaders RH, passe au moins 20% de son temps à aller rencontrer les opérationnels, peut-être les gens de la stratégie, le CFO, pour parler de tout ça. Où est-ce qu'elle se crée la valeur aujourd'hui? Où est-ce qu'elle se détruit? Et du coup, comment je vais anticiper les besoins en ressources de demain? Voilà. Et du coup, moi, je me dis, si j'étais DRH, je dirais à mon COMEX, voilà, aujourd'hui, nous, on va tâcher d'attirer davantage des gens qui ont ce mindset entrepreneurial et on va former les gens à ce mindset. Et puis surtout, on va les récompenser pour ça. On va récompenser, je sais pas moi, la prise d'initiative, on va récompenser la coopération transversale. Mais là, vous vous dites, OK, c'est bien, mais c'est quoi en fait cette fibre entrepreneuriale? À quoi on reconnaît quelqu'un qui a cette fibre-là et qui est capable d'accélérer la boîte? J'aimerais vous faire un petit exercice pour voir si vous l'avez. Parce que je me dis qu'avant de le transmettre, avant d'être les garants de cette culture-là, et je suis persuadée qu'elle est clé dans la boîte, je pense que ça commence par nous, en fait. Innovation starts with I, comme disent les Américains qui sont les rois de la formule. Et donc, moi, quand j'ai créé Envie, donc tu disais, ma 4e boîte, qui a eu une école de vente, je me suis dit, je veux apprendre cette culture, mais je veux savoir en quoi ça consiste. Est-ce que ça s'apprend d'abord à avoir la culture entrepreneuriale? Et donc, j'ai fait appel à des chercheurs en neurosciences, et je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez étudier les 50 entrepreneurs là, très successful que je vous présente, et en extraire les caractéristiques. Et je vais vous dire ce qui caractérise un entrepreneur à succès, et c'est, à mon avis, ça qu'il faut faire grandir dans les boîtes. Vous êtes prêts? Donc, vous vous évaluez pour chacun, est-ce que je l'ai? La première chose qui caractérise Dixit, les neuroscientistes, c'est la motivation. C'est un entrepreneur qui réussit, mais il a la petite flamme à l'intérieur. Il se lève le matin, il a sa tête, son cœur, ses tripes alignées, son projet. Il a envie d'en parler, il ne parle que de ça d'ailleurs, c'est pénible pour les autres. Mais ouais, il y a cette idée de motivation. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas si ça se nourrit, je ne sais pas comment vous faites, mais c'est la première chose. La deuxième, c'est la capacité à découvrir. Un entrepreneur, peut-être plus que quelqu'un d'autre, a la capacité de curiosité, en fait, à regarder son marché et justement à détecter des opportunités, des alliances possibles, une autre façon de faire, une difficulté. En fait, c'est capacité à découvrir. Et ça se nourrit, ça. La deuxième, alors, est-ce que vous l'avez, vous? Qui sont les curieux dans cette salle? Je vous regarde, je vais me dire. La deuxième capacité, c'est la capacité à percevoir. Et là, on parle de connaissance, enfin, d'empathie client, de compréhension des besoins, de compréhension. Et quand je dis client, c'est aussi en interne, des frustrations, les signaux faibles. J'ai cette compréhension de l'humain au-delà de l'analyse du marché. Capacité à percevoir, tu vois. Et ça, c'est très propre aux entrepreneurs qui réussissent. La troisième,
c'est la capacité à être orienté résultat, à être super sharp sur les chiffres, sur ce qui fait la rentabilité, la croissance, sur les métriques. Et ça, je pense, c'est une qualité qu'on gagnerait probablement à faire grandir, je ne sais pas ce que vous en pensez, dans nos fonctions RH, parce qu'on est très, très lié au business, en fait. Capacité à être orienté résultat. Quatrième, je ne sais pas qui sont les matheux parmi vous. Quatrième, c'est la capacité à résister au choc, donc la résilience. Mais ça, je crois qu'avec tout ce qu'on a traversé, tous les uns les autres, je pense que vous en avez une sacrée résilience, et bravo. Mais c'est quand même propre aux entrepreneurs qui réussissent. Et la dernière, à mon avis, c'est la plus difficile, c'est la capacité à se remettre en question. Un entrepreneur qui réussit, il a sa vision, il a bien compris son marché, son offre, ses bénéfices distinctifs, mais à un moment donné, il se remet en question. Et ça, c'est difficile. Tu vois ? Dans une grosse boîte, comment tu fais quand tu as déjà engagé des millions sur un projet et que ça marchouille ? Qui prend la décision de dire on arrête, quoi, et à quel moment on le fait? Ça, c'est courageux. Donc voilà, ce que je me dis, ce que je viens de vous dire là, c'est ma première conviction. Et pardon, on pourrait y passer la journée et il y a des façons de l'assesser. Enfin, on peut faire l'assessment de ses capacités et ensuite avoir la cartographie de où sont les entrepreneurs dans la salle et comment est-ce que je les fais grandir. Ça existe. On en parlera si ça vous intéresse. Mais je suis convaincue d'une chose, c'est que pour aller vite, il faut aller vite, et ça, c'est ce que demande un dirigeant, c'est ce que demande un COMEX. Il faut développer cette capacité de problème solver, de faire vite, et puis avec énergie, parce qu'il en faut quand même un paquet, quoi. Et c'est plus facile qu'on pense de devenir entrepreneur dans la tête, parce qu'on a une appétence à ça, intrinsèquement, et puis probablement, l'énergie, elle est assez communicative. Donc ça, c'est la première chose, il me semble, qu'un COMEX attend de son DRH, c'est qu'il développe, il mûrisse cette culture entreprenante. Ça vous parle, ça? Ouais. La deuxième, que j'adore, c'est, je suis convaincue d'un truc, c'est qu'une entreprise qui va réussir demain, c'est parce que le DRH ou la DRH et tous les leaders RH ont décidé de faire grandir la culture client. Parce que si ma culture entrepreneuriale, elle me permet d'aller plus vite, ma culture client, elle me permet d'aller au bon endroit. Et la bonne direction, c'est toujours celle du client. Parce qu'une boîte qui marche, et c'est l'entrepreneur qui vous parle, c'est une boîte qui répond mieux que les autres aux besoins de ses clients. Donc c'est un vrai driver, ça. Et je ne sais pas, pareil, dans vos têtes, dans vos entreprises respectives, si vous êtes dans une grande ou une petite entreprise, est-ce que quelle note vous mettriez entre 1 et 10 sur une échelle de culture client, tu vois? Moi, je regardais au board de Renault, j'écoutais attentivement, les boards, ça dure longtemps, mais j'essayais de noter des bâtons à chaque fois qu'on disait client. Et en fait, on ne le disait pas très, très, très souvent. On parlait beaucoup de chiffres, on parlait beaucoup de produits, on parlait beaucoup de process, on parlait beaucoup de data, mais j'entendais assez peu parler du client. Et je me dis, c'est quand même une condition, quoi. Et ça tient vraiment au DRH. C'est comment je fais pour insuffler cette culture-là, tu vois. Et je me dis, vous connaissez, je ne vous fais pas l'affront, vous connaissez la symétrie des attentions. Si j'ai envie qu'on serve très, très bien les clients, on va commencer par être une culture d'entreprise plutôt sympathique, où ça se passe bien. Et ça me rappelle une anecdote. J'étais allée voir un patron d'une grande entreprise que vous connaissez et qui voulait me parler justement d'excellence client. C'était pas dans Paris, je mets un certain temps à aller au rendez-vous. J'arrive, j'attends 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Bon, ça, c'est pas grave, ça arrive, tu vois. Et là, quelqu'un vient me chercher, sans rien dire, m'amène jusqu'à cette personne qui ne me propose pas de café, qui me dit même pas pardon de vous avoir fait attendre, ou bien ça va, vous avez trouvé facilement, rien, et qui me dit bon, nous on va être les champions de l'excellence client. Ah, je me suis dit ça va être pas très simple cette affaire, tu vois. C'est bifidus, quoi. C'est ce qui se fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc je me dis et chez vous, comment c'est l'ambiance chez vous? On le sent tout de suite, ou quand on rentre dans un magasin. Je vois mes amis de Leroy Merlin, là, quand on rentre dans un magasin, on sent tout de suite l'ambiance de l'équipe, mais on le perçoit quand on est client. Et là, j'étais avec justement des vendeurs de Décathlon et je leur redisais, mais l'excellence client, les amis, vous êtes aux premières loges, mais c'est valable aussi au siège, c'est la considération. C'est fou comme on a oublié, c'est basique, pardonnez-moi, c'est trivial ce que je vais vous dire, mais ne serait-ce qu'avec le collègue, n'importe qui, même avec vous, tu dis, mais vous venez nous dire bonjour, mais c'est normal, tu vois. Cette considération, l'attention, mais même dans les mails qu'on s'envoie, même quand on n'a pas le temps, il y a des mails que je reçois, je me dis, mais ils ont oublié les rudiments de la gentillesse, les gens.
C'est super sharp. Donc moi, je me dis, ça, comment je le fais grandir, tu vois? Et puis l'autre, il y a considération dans la culture client, mais il y a aussi connaissance. Et là, ça rejoint la data de mes amis du fond. Parce qu'on ne peut bien servir que quelqu'un qu'on connaît bien. Et pour bien connaître, eh bien, il y a une connaissance de mes clients, de la data. Donc là, ça va rejoindre notre troisième point. Mais en tout cas, je pense qu'une boîte, aujourd'hui, un COMEX, un leader, il va dire à son DRH de demain, non seulement tu vas me faire grandir la culture entrepreneuriale, moi je veux des doueurs, je veux des faiseurs, des gens qui vont vite, mais je veux des gens qui soient obsessionnels avec le client. Tu vois ? Et je vous racontais cette anecdote, pardon, j'ai 2 minutes, je raconte l'anecdote dans l'esprit vraiment touché par la grâce de la relation client. Une dame arrive dans un magasin et elle avait acheté pour un enfant, donc c'est chez Tape à l'œil, et elle vient rendre un vêtement qu'elle a acheté, ça va pas, et puis elle demande un remboursement. Et la vendeuse lui dit, mais vous avez le ticket? Non, j'ai pas, mais vraiment, on sent que c'est vraiment vital, quoi. Bon, c'est 20 euros, mais 20 euros, c'est 20 euros, quoi. Et la vendeuse, elle dit, pas de problème, madame, je prends, je scanne, paf, 20 euros, merci beaucoup. Et la dame s'en va, très heureuse. Et au moment où elle franchit la porte, la vendeuse dit à ses collègues, alors les amis, c'est pas du tout de chez nous, c'est de chez Kiabi, là, ce que je viens de rembourser. Mais elle le savait très bien, en fait. Elle le savait très bien, mais elle dit, voilà, je pense qu'on est cousins, il y a peut-être moyen de refaire passer des trucs de comptable à comptable. Bon, à mon avis, c'est pas gagné, mais bon, voilà. Et je me dis, mais t'imagines cette capacité à vouloir rendre service? Ça a l'air incroyable, mais je me dis, alors soit elle est touchée par la grâce, bon, mais plus probablement, elle a un manager qui est comme ça, parce que l'exemplarité, c'est number one. Le deuxième, c'est qu'on lui a donné l'autorisation, on lui a dit, le client, tu dis jamais non, tu te mets en 4 pour lui, pour elle, je ne veux pas le savoir, dès lors que c'est dans nos valeurs, tu y vas. Et puis 3, peut-être qu'elle est récompensée pour ça. Hein, peut-être qu'elle a une prime à le client content, qui peut-être va avoir mis un avis super positif sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vous raconte ça de façon un peu humoristique, mais vraiment, c'est crucial, quoi. Moi, si je suis un CEO, un président, je suis un COMEX, et je parle à mon DRH ou ma DRH, et je lui dis vraiment, fais-moi grandir la culture client d'entreprise. Et évidemment, ça se forme, et il y a tout un tas de programmes pour cela. On en parle aussi si ça vous dit, mais ça me paraît être une demande. Et la dernière, le meilleur pour la fin, ben vous le savez, hein, vous avez dû passer la journée à parler d'IA, donc je ne vais pas revenir sur le sujet trop longtemps, mais n'empêche que c'est la troisième chose. Si la culture entrepreneuriale, ça me permet d'aller plus vite, et la culture client, ça me permet d'aller dans la bonne direction, ben la culture de l'IA, ça me donne de la puissance. Ça me donne de la puissance. Ça ne me donne pas de la productivité accrue, étonnamment. Tu vois ? Je ne sais pas si vous avez écouté la semaine dernière, en ligne, c'était Josh Bersin, le grand gourou des RH américain, qui donnait une masterclass. Ça vous intéresse, j'ai le replay. Et qui parlait pendant 1 heure d'IA. Et il faisait bien la différence entre la productivité personnelle, le fait de gagner du temps, parce qu'on nous dit ça, vous allez gagner du temps, à échelle individuelle. En revanche, l'impact sur la productivité de l'entreprise, c'est une autre affaire, quoi. Donc aujourd'hui, l'IA, si je regarde mon DRH, là c'est vous, tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Est-ce que vous êtes bien outillés? C'est de l'outillage au début, en fait. Ça me rappelle, vous savez, qu'au début du digital, moi j'étais là il y a 30 ans, c'est fou, comme ça passe. Et j'étais là au tout début quand on faisait l'éducation des collaborateurs au digital. Vous y étiez peut-être? Non, vous n'étiez pas nés. Et donc, je me souviens, je ne sais pas s'il y a des gens d'AXA ou d'Orange dans la salle, mais je me souviens qu'ils faisaient des trucs géniaux pour tous les collaborateurs, absolument tous. C'était le passeport digital. Et donc, il fallait faire sur le digital un certain nombre d'ateliers, il fallait regarder des masterclass, il fallait faire des exercices. Et à la fin, on nous tamponnait le passeport et on était apte. Je pense qu'on en est au même niveau aujourd'hui dans les entreprises sur le passeport IA. Et donc, on s'outille, quoi, hein, c'est la première chose. C'est déjà pas mal. Moi, je me demande combien de temps par jour vous passez les uns les autres. Oh, si on était moins nombreux, j'adorerais vous demander. Combien de temps par jour vous passez à vous former à l'IA? Je veux dire, à connaître le basique, c'est de la culture générale, à tester des choses ou carrément en formation. C'est une hygiène de vie, hein, c'est comme se brosser les dents, je pense. J'aimerais savoir combien de temps vous passez. Parce que, et là, je vais faire honneur à Yannick Noah, mais moi, je vais vous dire un truc, ça fait 30 ans que je regarde Roland Garros et je n'ai pas progressé au tennis. Alors l'IA, c'est pareil, hein, tu la regardes, il ne va rien se passer. Hein. C'est de la prise en main. Donc si vous êtes mon DRH, je commence par dire, toi et tous les leaders RH, c'est parti, on se fait une formation non seulement ponctuelle, mais continue, tout le temps. Tu vois ?
parce que je pense que si on veut irradier dans l'ensemble de la société, c'est sûr qu'on doit commencer par un peu nous-mêmes comprendre le sujet, quoi, non? Et au-delà de ça, c'est pas du tout philosophique, mais l'IA, ça change la nature du travail. Vous le savez, vous l'avez vu comme moi. Hein. C'est pas simplement ça va accélérer, c'est de la data, ça change profondément la nature du travail. Et en fait, on passe d'une somme de métiers stables dans l'entreprise. J'ai une job desk, j'ai mon métier, mais ça vous le savez, hein, à un portefeuille de compétences hyper diversifié et évolutif. Donc je regarde ceux parmi vous qui êtes en charge de la gestion des talents, ou qui avaient envie de devenir en charge de la gestion des talents. Là, il y a comme pour tout, mais une révolution de dingue. C'est qu'on passe d'une logique de poste, hein, à une logique de capacité mobilisable. C'est complètement différent. Donc il faut cartographier, et vous êtes dedans, j'imagine, cartographier les talents, les compétences et les appétences. C'est quand même un vrai sujet. Donc il y a grosse pression là-dessus. Et je me dis, est-ce que c'est un sujet IT finalement? Parce que je ne sais pas dans quelle mesure la collaboration se fait de façon fluide avec la tech. Mais j'avais vu quelque chose, peut-être que c'est intéressant, au début d'Internet, au Wall Street Journal, aux États-Unis. Alors là, c'était une verticale des RH qui était la personne en charge de la diversité et de l'inclusion. Donc ça s'appelle CIO, Chief of Inclusion Officer. Et cette personne avait fait un binôme avec le CEO, enfin le CIO, le Chief Information Officer. Ils étaient dans le même bureau. Je trouve ça hyper intéressant que la personne en charge de ce sujet-là, parce qu'il se disait, si on veut faire progresser la diversité dans l'entreprise, évidemment, ça passe par la data, ça passe qu'on améliore que ce qu'on mesure. Donc, on va faire en sorte que toute décision qui est prise autour de la diversité, eh bien, il y ait quelque chose de tech derrière pour rendre la donnée partagée, la collecter et la partager. Et de l'autre, à chaque fois qu'on va prendre une décision IT, on va faire en sorte que aucune population dans l'entreprise ne soit favorisée et que ça inclut les femmes, etc. Et je trouvais ça génial. Et je me dis peut-être qu'aujourd'hui, mon DRH, si j'étais au COMEX, je lui demanderais peut-être de faire un binôme avec la personne en charge de l'IT, en fait. Mais c'est peut-être le cas dans vos entreprises, ouais, parce que cette collaboration, elle me paraît vitale, en fait. Et puis au-delà de ça, le collectif. Je ne sais pas de quelle mesure vous échangez avec des pairs pour dire comment est-ce que vous avez traité ce sujet de la cartographie des compétences, ce sujet de la skills-based organization, ce sujet de... Enfin, et je crois profondément, ça a toujours été vrai, hein, mais plus que jamais, pour nourrir sa culture de l'IA quand on est DRH, il faut aller le faire en se collant avec des gens d'autres secteurs complètement différents et de partager les bonnes pratiques et de les mettre en œuvre. Mais je suis sûre que ça, vous le faites déjà, quoi, hein. Donc voilà, moi ce que je me dis, et je finirai comme ça, c'est que vous êtes un peu les garants. Si vous êtes au RH, c'est vous, et je vous regarde, vous avez un rôle tellement plus grand que la fonction que vous représentez aujourd'hui. Il y a une dimension tellement business et stratégie qui fait de vous un DG quelque part. Il y a cette dimension client qui fait de vous le directeur commercial. Et puis il y a la dimension IT. Alors on ne devient pas le patron de l'IT, mais on se colore de ça. C'est un laboratoire que développent les DRH. Et moi, je trouve ça n'a jamais été aussi passionnant. Après, ça n'a jamais été aussi difficile, parce que le corps social, c'est des humains et des robots, des présentiels, des distanciels, des salariés et des freelances. Bonne chance. Et puis, évidemment, avec ça, tous les âges représentés, quoi. Donc, finalement, gros challenge, mais c'est passionnant. Et je vous souhaite, sur ces trois cultures, d'être des agents de transformation. Et pour finir, je vous livrerai les paroles de la reine des DRH, qui est Mère Teresa, et qui dit cette phrase qui vous parlera sûrement: « Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Ne laissez personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. » Si j'ai ça au cœur, je suis obsédée par mes clients, je développe ma culture IT et entrepreneuriale, c'est sûr, ma boîte va cartonner. Merci beaucoup. Merci Catherine, merci infiniment. On ressort enrichi grâce à toi. Et merci de cette proximité. C'est chouette. J'espère que ça vous a plu et que je vous souhaite plein de bons développements.